Depuis 6 ans, des milliers de djihadistes membres de Daesh sont détenus, incarcérés dans 27 prisons situées dans la région du nord de la Syrie, contrôlées par les Kurdes. Aucun de ces détenus n'a été jugé, pas de procès. Parmi eux, de nombreux ressortissants des pays occidentaux, comme par exemple la France, la Belgique, la Suisse ou encore le Canada. Tous ces pays refusent de les rapatrier pour les juger sur leur sol. Avec nous pour en parler, Rémi Féraud, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes sénateur français, vice-président du groupe France-Syrie au Sénat. Avec nous également Georges Dallemagne. Bienvenue à vous. Vous avez été député fédéral belge, député honoraire et vous vous êtes rendu plusieurs fois sur place en Syrie, au Kurdistan. Paris accueille donc cette conférence mondiale. On va commencer par l'actualité si vous le voulez bien. D'abord, tous les deux, vous qui êtes parlementaires, dites-nous quelle est votre vision de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, de la tournure prise par les événements. Un ancien du front Al-Nosra, Al-Joulani, qui se retrouve propulsé à la tête d'un gouvernement de transition. Alors quand Bachar el-Assad a pris la fuite, ça a été un immense soulagement. Il faut imaginer la détresse de ce peuple pendant près d'un demi-siècle là-bas, le nombre de morts. Et puis aujourd'hui, on est toujours dans l'expectative de ce qui pourrait effectivement être l'avenir, un avenir plus serein, plus pacifique de la Syrie. Il y a beaucoup d'attentes, il y a peu de signaux qui sont des signaux positifs, il faut bien le dire. Ça n'avance pas très vite. C'est difficile. Visiblement, les Kurdes sont très inquiets. Ils sont sur la défensive, ils sont attaqués par des milices qui sont proches finalement du pouvoir en place, par des milices turques également. Les autres peuples syriens comme les Druzes, comme les Alaouites sont également inquiets. Et donc on attend qu'enfin il y ait des signaux plus positifs et plus rapides sur une forme de réconciliation nationale et sur un gouvernement qui tiendrait compte de l'ensemble des composantes de la Syrie. Ahmed El-Shara, c'est son nom officiel, son nom effectivement djihadiste, de chef djihadiste à Al-Nosra, c'était Al-Joulani. Rémi Féraud, même question. Quelle est votre vision de l'état actuel en Syrie? Pas de gage, vous partagez? Pas de gage? Oui, je partage ce que vient de dire Georges Dallemagne. À la fois, on ne peut que se réjouir, et on l'a fait, de la chute du régime de Bachar el-Assad, enfin, même si c'est à un moment où finalement on ne s'y attendait plus vraiment. Et puis aujourd'hui, les signaux d'inquiétude sont plus importants que les signes positifs. Quels sont ces signes d'inquiétude? Signe d'inquiétude, c'est la difficulté à respecter la diversité des diverses composantes syriennes, les attaques incessantes contre les Kurdes, le lien très fort avec la Turquie, et puis des massacres, on le voit sur les populations alaouites, puis une situation générale aussi économique qui est extrêmement mauvaise. Mais les signes envoyés aujourd'hui en Syrie, parfois il est difficile de savoir s'ils sont vraiment contrôlés par le nouveau pouvoir ou si cela leur échappe. C'est évidemment que les minorités sont menacées. Mais donc Jean-Noël Barrot a eu tort d'aller très vite lui serrer la main, le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe? Non, je pense que c'est bien que la communauté internationale et que notamment la France s'investisse, s'engage. Si on veut pouvoir peser sur la situation, il faut s'engager, il fallait marquer le coup après la chute du régime de Bachar el-Assad. Non, je ne ferai pas ce reproche. Quelle est la position officielle de la Belgique, notamment du Premier ministre Bart De Wever aujourd'hui sur la Syrie? Il faut engager le dialogue, il faut effectivement que l'Europe soit présente, mais je pense que l'idée en Belgique comme ailleurs, c'est qu'il faut être ferme aussi sur ce qu'on attend de la part de la Syrie. Il ne faudrait pas avoir là de nouveau un État islamiste, djihadiste. On sait qu'Al-Joulani a un pédigré, on sait d'où il vient, on sait qu'il faisait partie d'Al-Qaïda. Il était détenu à Abu Ghraib par les Américains. Voilà, donc c'est quand même un passif relativement lourd. Il est temps qu'il nous montre des signes. Est-ce que vous êtes pour la levée des sanctions ou non? C'est la grande question aujourd'hui dans cette conférence à Paris. Je pense qu'il faudra agir progressivement. C'est-à-dire qu'on peut commencer à lever certaines sanctions parce qu'effectivement, il y a une urgence humanitaire. Mais ils ont détruit le Captagon. C'était un des signes quand même, certes mis en scène, mais... Tout à fait, c'est important. Cette drogue qui était un des principaux financements du régime syrien. C'est un État qui était un État, un narco-État. Donc, mais je crois qu'il faut y aller progressivement parce qu'encore une fois, aujourd'hui, Al-Joulani est surtout entouré par sa garde rapprochée, par des gens qui viennent d'Idlib, qui était son fief, et assez peu, pour ne pas dire pas du tout, par les autres composantes de la population syrienne. Les femmes sont très inquiètes, par exemple, en Syrie aujourd'hui. Et donc, il faut plus de signaux qui aillent dans le bon sens de la part de la Syrie. Et l'un des grands défis donc, de la nouvelle Syrie, c'est la question des milliers de djihadistes emprisonnés sur son sol. On va évoquer le sort de ces hommes occidentaux qui avaient rejoint Daesh en 2019.
avant d'être arrêtés justement en 2019, il y a 6 ans, par les forces démocratiques syriennes et qui sont donc détenus dans 27 prisons du nord-est de la Syrie. L'une de nos équipes a pu se rendre dans la prison de haute sécurité de Hassaké. C'est un reportage de Pascal Bourgault, Luc Hortel, Mustapha Lali et Clément Taillefer. Dès la tombée de la nuit, les unités de police arabes et kurdes patrouillent dans les rues de Hassaké. La ville abrite plusieurs prisons de haute sécurité où sont enfermés des milliers de djihadistes. Il y a 3 ans, Daesh a pris d'assaut l'un de ces centres pénitentiaires, provoquant des centaines de morts et d'évasions. Le commandant Hassan connaît bien sa ville et pour lui, la menace est loin d'être écartée. L'objectif de Daesh est bien sûr de libérer ses combattants détenus dans nos prisons. C'est son but principal. Après avoir libéré leurs frères d'armes, les djihadistes espèrent reconstituer leur califat pour contrôler cette région comme ils le faisaient auparavant. En 2022, des djihadistes retranchés à l'intérieur de la prison tirent sur les forces de sécurité. Les combats dureront plusieurs jours. Depuis, les bâtiments ont été reconstruits et modernisés. Voici la nouvelle prison baptisée Panorama. 4500 djihadistes présumés de 46 pays différents y sont toujours détenus. Avant le tournage, le chef des gardiens nous donne la consigne suivante. Interdiction formelle d'évoquer la chute du régime de Bachar el-Assad. Voici pourquoi. Les prisonniers ne sont pas au courant des derniers événements qui ont bouleversé la Syrie. Les gardes sont très vigilants sur ce point, parce que si jamais les détenus venaient à apprendre ce qui s'est passé à l'extérieur, ils en profiteraient pour se rebeller et monter des mutineries dans toute la prison. Ils pourraient même s'en prendre aux gardiens. Tout est possible, surtout s'ils apprennent que ce sont leurs frères du front Al-Nosra qui ont marché sur Damas et qui contrôlent aujourd'hui toute la Syrie. Bonjour, nous sommes la télévision TV5 Monde, télévision francophone, français, oui, belge, québécois, suisse. On voulait juste dire que ceux qui ne souhaitent pas être filmés se retournent et puis on souhaiterait parler avec quelqu'un. Une vingtaine de prisonniers par cellule, en dehors de tous standards occidentaux. Un détenu tunisien âgé de 72 ans se présente spontanément devant notre caméra. C'est une grave faute qu'on a commise. Oui, on le sait bien. Seulement, il faut qu'on sache dans quelle direction nous partons. Il y a personnes qui sont pas mal, qui sont innocents. Ils n'ont pas de malade. Ils sont venus, comme moi je suis venu, je n'ai jamais touché à une arme. J'ai jamais touché à une arme. Je ne suis venu que pour prendre mes enfants et surtout ma femme qui est pour le moment dans le camp avec ma fille. Aucun de ces hommes n'a été jugé. Aucun tri n'a été fait entre les repentis, comme le Tunisien qui vient de nous parler, et les extrémistes, comme cet autre détenu, un Britannique d'origine pakistanaise, surnommé Abu Hamza el-Brittani. Je suis venu ici pour rejoindre l'État islamique. Qu'avez-vous fait? Dans l'État islamique, j'étais un combattant. Vous regrettez? Je regrette d'avoir rejoint l'État islamique? Non, je regrette la prison, mais pas l'État islamique. Connu sous le nom de Hamza l'affamé à cause de ses posts gastronomiques sur les réseaux sociaux, le voici avec 10 kilos de plus alors qu'il combat en Irak puis en Syrie. Coupé du monde extérieur, le détenu ignore que Londres l'a déchu de sa nationalité britannique. Vous souhaiteriez être jugé en Grande-Bretagne? Je ne veux pas être jugé, je veux sortir de prison. Vous pensez vraiment que vous allez sortir libre? Tous ceux qui veulent me juger, ils sont libres de le faire. Et après, Inch'Allah, avec la permission de notre Créateur, je pourrai sortir de prison. Demain, vous redeviendrez un soldat? Je ne sais pas si l'État islamique existe encore. Je ne peux pas répondre à cette question tant que je suis en prison. Je veux juste voir ma femme, comme tous les autres gars ici derrière moi. Nos cerveaux ne sont pas branchés pour penser soldats ou armés. Les gars ici veulent juste revoir leur femme. Ils sont sans aucune nouvelle, ni aucun contact avec le monde extérieur depuis 6 ans. Soudain, plusieurs détenus se rapprochent de la porte. On nous dit qu'un autre prisonnier, un Australien cette fois, souhaite témoigner en anglais. Nous n'en saurons pas plus. La visite est terminée. Pour désengorger les cellules qui sont bondées, les Kurdes demandent depuis très longtemps aux Occidentaux qu'ils rapatrient leurs ressortissants et qu'ils soient jugés dans leur pays d'origine.
Georges d'Allemagne, pourquoi la Belgique refuse-t-elle cela ? Mais le paradoxe, c'est que les autorités politiques sont très réticentes. Cela dit, elles trouvent une petite porte dans le nouvel accord de gouvernement qui vient d'être constitué en Belgique. Et elles disent, si jamais on ne peut pas juger ces djihadistes là-bas, on pourrait éventuellement les juger en Belgique. Mais ça fait quand même 6 ans qu'ils sont là-bas et qu'on sait qu'ils ne peuvent pas être jugés là-bas. Par contre, les autorités de sécurité, on a un organe qui s'appelle l'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace, nous dit, mais oui, il vaudrait mieux les faire rentrer parce qu'on ne sait pas quelle peut être l'évolution de la situation là-bas sur place. On sait que Daesh est encore très actif. Il y a encore eu, d'après mes informations, une vingtaine d'attaques ces dernières semaines dans la région de la part de Daesh. Donc c'est une bombe à retardement, Daesh, il faut bien le savoir. On sait aussi que le nouveau régime à Damas pourrait avoir des affinités avec certains de ces djihadistes. Et donc on a intérêt, en tout cas, à avoir un contrôle de cette situation, que ce soit ici en Europe, à travers des jugements qui auraient lieu ici, ou alors à travers des mécanismes de sécurité qui auraient lieu là-bas sur place et qui, vous le savez très bien, pourraient ne pas durer. Il y a 2000 Américains qui sont dans la région du Kurdistan syrien aujourd'hui. On sait que Trump a évoqué l'idée qu'il pourrait s'en aller, puis finalement il hésite. Enfin, c'est une situation qui est aujourd'hui très incertaine. Donc on a, nous, Européens, intérêt à avoir des scénarios précis pour à la fois juger et garder en sécurité ses ressortissants. La position de la France semble moins ouverte. En fait, la Belgique dit si ça s'éternise et que ça devient Guantanamo ou Abu Ghraib, prison tristement célèbre en Irak, où il y avait eu des tortures de l'armée américaine, dans ce cas-là, oui, il faut les rapatrier. La France, c'est catégoriquement non pour l'instant ? Oui, pour le moment, le gouvernement a toujours dit catégoriquement non. Je pense que d'ailleurs, c'est une difficulté que les différents gouvernements occidentaux, et notamment européens, n'aient pas une position commune, ce qui devrait être le cas. Mais je vois Là, on parle d'ailleurs de 2 pays, rappelons-le, qui ont connu des attentats sanglants sur leur sol. Tout à fait. Moi, je vois bien comment notre gouvernement, pensant que l'opinion publique serait plutôt sur cette ligne-là, préfère avoir des djihadistes le plus loin possible de chez nous, des enfants de djihadistes aussi qui ne sont pas coupables, a priori eux-mêmes. Eh bien, je pense que c'est une erreur. Parce que c'est en effet une bombe à retardement. Et moi, j'étais maire du 10e arrondissement lors des attentats du 13 novembre 2015. Ces attentats, ils ont été préparés depuis la Syrie. Le fait que les terroristes soient loin de l'Europe, pas si loin que ça, en fait, n'empêche pas le risque terroriste sur notre territoire. Donc, il faut penser à la question des droits. Il faut penser à la question du risque terroriste réel et pas seulement celui qui va faire la politique de l'autruche. Et puis penser aussi à ce que demandent les Kurdes, ce dont ont besoin les Kurdes. Ils ont aussi des centaines, peut-être des milliers de combattants kurdes qui gardent ces djihadistes, en effet, sans aucun procès. Et dans la situation actuelle, les garanties sont moins fortes. Donc je vois comment les gouvernements européens se préparent aussi peut-être à rapatrier un certain nombre de djihadistes. Plutôt qu'ils s'échappent dans la nature, il faut le préparer. Qu'est-ce que vous aviez constaté sur place ? Amnesty International a tout de même parlé d'actes de torture, de traitements dégradants envers ces prisonniers. Vous, est-ce que vous avez pu constater Moi, ce que j'ai vu, on m'a amené des détenus, des prisonniers, j'ai pu les interviewer, j'ai vu les femmes aussi. Des Belges Des Belges, ouais. À Al-Hol, Al-Roche, dans les prisons du côté de Derrick et d'Assaké. Je n'ai pas vu de traitement dégradant. J'ai trouvé que les individus qu'on me présentait étaient des individus qui paraissaient en bonne santé, qui ne se sont pas plaints de leurs conditions de détention. Simplement, par contre, beaucoup d'entre eux souhaiteraient être jugés. Ça, c'est une violation du droit international, le fait de ne pas être jugé depuis 6 ans. Ça viole les conventions internationales. Oui, et puis surtout, encore une fois, je pense que les victimes des attentats de Paris et de Bruxelles, elles demandent que justice soit faite, y compris qu'on fasse la clarté sur ce qui c'est ces individus-là, quel a été leur rôle. Là-bas, les victimes du terrorisme également demandent que justice soit faite. Donc à la fois pour des raisons de justice, pour des raisons de sécurité, et dans quelques cas aussi pour des raisons humanitaires, et notamment les enfants qui n'ont rien à faire là-bas, c'est évident. Eh bien oui, je pense qu'il est temps d'arrêter de se mettre la tête dans le sable. Et je crois qu'on se défendra beaucoup mieux et on assurera beaucoup mieux notre sécurité et notre image aussi à l'étranger si on prend en charge ce problème. C'est un peu paradoxal. Quand un étranger en situation irrégulière commet un crime sur notre sol, nous voulons l'expulser.
Ici, il s'agit de nationaux qui ont commis des crimes dans des pays tiers, et en l'occurrence en Syrie, et nous n'en voulons plus. Je pense que c'est un mauvais message qu'envoient les démocraties dans leur capacité qu'elles doivent avoir pour gérer ce type de problème. Et puisque vous avez évoqué tous les deux les enfants, messieurs, je précise qu'on a déjà parlé effectivement du rapatriement des femmes et des réticences notamment de la France, même si elle a commencé, la Belgique était plus en avance, des femmes donc et des enfants. D'ailleurs, ça se fait pour certaines épouses de djihadistes. Certaines, quand elles arrivent, ne sont pas remises dans la nature, mais elles sont devant la justice française, devant la justice belge notamment. Pour vous, il n'y a pas de risque de dérive d'un Guantanamo, d'une prison à Abu Ghraib? Si ça dure, c'est vraiment le risque sécuritaire seulement qui pèse? Non, c'est ce que je disais. Il faut aussi penser au respect de l'état de droit, qui nécessite aussi de juger les gens. Et donc, évidemment, cette situation qui dure, on ne voit pas de procès se tenir à une échéance raisonnable. Certains sympathisants d'Al-Joulani sont dans ces prisons. S'il décide, par exemple, lui, d'amnistier ou de lancer une offensive, on n'en est pas là, on est dans de la politique fiction, mais tout de même, il y a ce risque qui pèse. Et là, c'est déjà dans la nature. Le risque existe. Et donc, je pense qu'il vaut mieux prendre les devants, même si le fait de rapatrier dans nos pays les djihadistes qui ont la nationalité française ou belge ou britannique ne résout pas évidemment l'ensemble. D'ailleurs, au fait, on ne parle pas à ces chiffres de Français, de Belges. Je crois qu'il y aurait environ 150 Français, mais je crois que c'est un chiffre approximatif. Si dans je cette ne me région trompe du pas. Kurdistan syrien. Alors il y a une quinzaine de Belges qui sont encore dans les prisons, mais il y a une trentaine de Belges qui sont dans le nord-ouest de la Syrie et avec les milices pro-turques, par exemple. Mais il y a la question des moyens aussi avancés. La France, par exemple, enfin, ne le dit pas, mais il y a des papiers dans la presse chez nos confrères françaises, francophones, qui disent qu'il y a les moyens policiers, sécuritaires, pénitentiaires, judiciaires. Quand on voit l'état des finances dans ces pays-là, c'est compliqué. Oui, mais c'est pour ça que ça doit se préparer. Les difficultés, la misère de la justice française ne peut pas justifier cela. Ça doit se préparer. Et j'espère que notre gouvernement est en train de se préparer à cette situation possible. Et je crois comprendre que c'est le cas. Sachant qu'il y a par ailleurs une surveillance, je crois, assez étroite de nos services spéciaux en Syrie. Mais il faut se préparer à cette évolution de la situation, que ça tourne très mal, ou qu'il faille soulager les Kurdes de cette tâche. Un tribunal pénal international, d'ailleurs ça poserait la question, c'est que c'est tout le dilemme. La communauté internationale reconnaît cet homme au pouvoir aujourd'hui en Syrie. Comment pourrait-elle juger? Ça serait peut-être une question que les avocats d'ailleurs de ces personnes poseraient, en disant vous reconnaissez ce pouvoir à Damas et vous nous jugez, alors on était sous ses ordres. Oui, et de toute façon c'est une hypothèse qui a été mise sur la table il y a déjà un certain nombre d'années et qui a été refusée à la fois à l'époque par les Américains, à la fois par les Irakiens. On s'était dit tiens, on va faire ça dans le pays d'à côté, les Irakiens n'en veulent pas, et donc il y a effectivement aujourd'hui et alors il faut dire aussi que les Kurdes se sont rendus compte que finalement ces ressortissants étrangers c'était peut-être leur meilleure protection contre un abandon, et donc là c'est aussi une question que les Européens se posent jamais. Si les Américains s'en vont, pourquoi est-ce que les Européens, eux, ne seraient pas capables d'assurer la sécurité là-bas, dans cette région, et de se protéger de nouveau contre éventuellement la libération de ces terroristes? C'est une question qui n'est jamais posée. Je pense que les Européens devraient enfin entendre que les Américains, décidément, ont leur agenda personnel et qu'il est temps que nous ayons notre propre agenda de sécurité, y compris en n'abandonnant pas les Kurdes. Avec Donald Trump, c'est un scénario qui pourrait se produire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Georges Dalmagne, et merci à vous également, Rémi Ferraud, d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion évidemment de revenir sur ces questions qui concernent la Syrie.